Azalaï Hotel vous offre Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Eco Hebdo, votre émission économique, et merci d'avoir choisi la panafricaine Africable Télévision. L'actualité économique reste dominée au Mali par cette suspension de son aide. Je parle de l'aide du Fonds monétaire international FMI au Mali et d'autres partenaires, en l'occurrence la Banque mondiale qui elle aussi a suspendu son appui budgétaire au pays. Nous allons parler aussi de l'emploi jeune et du record atteint par la Banque mondiale en termes de financement en Afrique. Autant de sujets qui vont être débattus tout à l'heure avec notre invité, M. Paul Oumbaoum. Il est directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Mali. Mais avant de développer tous ces sujets, voici le sommaire. Nous commencerons cette émission par le tour traditionnel de l'actualité avec Oussouf Diagola. Juste après le tour d'horizon de l'actualité économique, nous recevrons notre invité, M. Paul Oumbaoum, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Mali. Et pour refermer cette émission, nous suivrons ensemble le dossier de la semaine qui sera consacré à la BADAM. BADAM, c'est la Banque africaine de développement agricole et minier en Guinée. Et pour en parler, nous aurons en duplex Ismail Aïdara, il est journaliste au magazine économique Les Afriques. Mesdames, Messieurs, encore une fois, merci de nous choisir et merci de votre constante fidélité à la panafricaine Africable Télévision et singulièrement à votre émission économique hebdomadaire Eco Hebdo. Suivons à présent ce qui fait le tour de l'actualité économique rassemblée et commentée ici pour vous par Oussouf Diagola. De juillet 2013 à juin 2014, le groupe de la Banque mondiale a financé le développement de l'Afrique subsaharienne pour un montant record de 15,3 milliards de dollars. Paul Oumbaoum, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, le Niger et le Tchad, est notre invité pour plus de détails. En dépit de son embellie financière, la Banque ouest-africaine pour le développement BOAD cherche des fonds pour contribuer au financement et au développement du secteur privé et public. Le deadline de l'émission obligataire est fixé au 24 juillet 2014. L'opération espère lever quelques 70 milliards de francs CFA. La BOAD est engagée à poursuivre au profit de ses États membres ses efforts de financement et d'investissement à l'horizon 2017, notamment à travers des projets à forte valeur ajoutée. Corridors routiers, énergie mine, hydraulique, etc. Le Cameroun émettra le 6 août 2014 sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC les premières obligations du trésor assimilables de l'année en cours pour un montant oscillant entre 5 et 10 milliards de francs CFA. La Banque centrale précise que ce sera la toute première opération de l'État camerounais sur les titres publics de long terme pour le compte de l'exercice budgétaire 2014 sur un total de 180 milliards de francs CFA autorisés par la loi des finances. Selon les sources proches du dossier, le Cameroun tentera de lever entre 45 et 50 milliards de francs CFA sur le marché de la BEAC tout au long du troisième trimestre 2014. En Guinée, la Banque africaine de développement agricole et minier BADAM fait badaboum. Depuis 3 ans et demi, le géant bancaire connaît des difficultés de gestion. Les petits épargnants soutenus par l'Association guinéenne des usagers de banque réclament le remboursement intégral de l'épargne des clients estimé à plus de 3,6 milliards de francs guinéens, soit 7,5 millions de dollars. Ismail Aïdara de Les Afriques sera en ligne avec nous pour les explications. Les prévisions de croissance pour 2014 à Maurice ont été revues à la baisse par le service des statistiques du pays, passant de 3,7 à 3,5%. Selon Statistique Mauritius, cette baisse est largement due à la stagnation des investissements, principalement dans le secteur privé. Le secteur manufacturier devrait enregistrer une croissance ralentie de 1,7% contre les prévisions initiales de 2,4%. La baisse est encore plus importante dans le secteur bâtiment avec une prévision de 4,8% contre 9,4% l'année dernière.
173,6 tonnes, c'est la partie des réserves officielles de l'Algérie détenues en or en fin juin 2014. C'est ce qu'indique le dernier rapport du Conseil mondial de l'or CMO. L'Algérie occupe le 24e rang mondial en termes d'accumulation de réserves en or, précise le CMO qui élabore ses évaluations sur la base des données communiquées par certains pays au Fonds monétaire international durant la période considérée. 654 milliards de francs CFA, c'est ce que le gouvernement gabonais aurait réalisé comme économie suite au vaste programme d'audit sur toutes les instances de paiement du Trésor public. L'annonce a été faite par le ministre du Budget à l'occasion de la rencontre entre le Premier ministre et l'ensemble des grands patrons d'entreprise ainsi que les dirigeants des PME et PMI pour les assurer que le Gabon n'est pas en cessation de paiement. Le programme d'audit des paiements du Trésor public a été lancé au mois de février dernier. L'État gabonais a depuis suspendu le paiement de la dette intérieure. L'économie de 654 milliards de francs CFA réalisée a été faite suite à l'annulation des fausses factures et autres créances douteuses datant de 2006 à 2013. C'est donc là le tour de l'actualité économique avec Oussouf Diagola. Accueillons à présent notre invité de la semaine. Il s'agit de M. Paul Oumba-Oum. Il est directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Mali. M. Paul Oumba-Oum, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est mon plaisir. Alors, monsieur le directeur, première question. La Banque mondiale vient d'atteindre un record en termes de financement en Afrique. Quelles sont les réalités de ces chiffres et quels sont les pays bénéficiaires, notamment les secteurs clés qui ont été retenus par la Banque mondiale? Je vous remercie beaucoup de cette opportunité, l'invitation que vous me faites d'intervenir auprès de cette chaîne africaine, panafricaine. C'est un réel plaisir pour nous, à la Banque mondiale, de venir contribuer au débat, notamment sur le débat économique. Comme vous l'avez souligné, en fait, l'année 2014 a concrétisé en fait, les efforts de la Banque mondiale pour accélérer le développement de l'Afrique. Au cours de cette année, la Banque mondiale a mis à la disposition des pays africains un encours de crédits et de dons qui s'élève à peu près autour de 11 milliards de dollars. Ces 11 milliards de dollars, je pense 70% ou 80% d'entre eux sont essentiellement des crédits avec des taux concessionnels qui vont aider les pays africains bénéficiaires à pouvoir accélérer leur développement, notamment le développement des infrastructures. Notre groupe de pays, je couvre moi le Mali, le Tchad et le Niger, a bénéficié également de ces ressources. Les ressources des fonds concessionnels au Mali, par exemple, pour l'année 2014, s'élèvent à 400 millions de dollars. Le Niger en a bénéficié pour 300 millions de dollars. Donc vous voyez à peu près, on est à peu près pour mes trois pays autour déjà de 750 millions de dollars par rapport à une somme totale pour le continent qui est de l'ordre de 11 milliards de dollars. Donc les secteurs prioritaires, c'est le secteur de l'énergie. Voyons que l'Afrique a connu ces dernières années une croissance forte. Quand la croissance économique est forte, la demande en énergie est également forte. D'où la nécessité pour les gouvernements, n'est-ce pas, d'augmenter les investissements pour la production d'électricité. Le deuxième secteur bénéficiaire, c'est le secteur de l'agriculture. La population africaine croît et elle s'urbanise. Il faut nourrir les Africains. Il est important qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire, qu'on n'importe pas ou qu'on ne dépende pas de l'aide alimentaire internationale. Donc nous finançons des programmes d'irrigation, des programmes de productivité agricole, des programmes de mécanisation agricole, des programmes d'irrigation. Alors le troisième secteur, c'est le secteur du capital humain. Sans les hommes compétents, notre développement va être hypothéqué. Et donc nous mettons énormément de ressources pour faire en sorte que la qualité du système d'éducation soit au rendez-vous, mais plus encore, ce qui est important, faire qu'il y ait des compétences dont l'Afrique a besoin pour continuer à construire son développement. Vous l'avez dit, monsieur le directeur, autant d'investissements importants, mais au même moment, nous constatons, à l'instar du Fonds monétaire international, vous aussi, la Banque mondiale, vous avez suspendu votre appui budgétaire au Mali. Qu'en est-il? Alors, pour dire les choses concrètement et simplement, lorsque la Banque mondiale travaille dans un pays comme tous les autres bailleurs de fonds, nous nous référons au cadre macroéconomique du pays dont le Fonds mondial a la charge de s'assurer de la bonne santé.
Il se fait qu'au cours des derniers mois, le Fonds monétaire international a exprimé quelques préoccupations quant à la gestion de finances publiques maliennes. Et du fait de ces préoccupations, la plupart des bailleurs de fonds se sont donc sentis obligés d'attendre que les préoccupations du Fonds monétaire international soient, n'est-ce pas, traitées et résolues par le gouvernement, ce qui est d'ailleurs en cours. Parce qu'il y a eu une mission du gouvernement malien à Washington au mois de juin qui a discuté de ces questions-là avec les responsables du Fonds monétaire international. Et ils ont convenu d'un plan d'action et qui devrait déboucher sur une mission d'une équipe du Fonds monétaire international au mois de septembre prochain à Bamako, à l'issue de laquelle nous serons tous obligés, en fait, nous serons tous en situation de pouvoir reprendre l'aide budgétaire. L'aide budgétaire, l'appui budgétaire de la Banque mondiale a été purement et simplement décalé pour permettre d'avoir les clarifications que le Fonds monétaire international a souhaitées. Il y a eu un certain nombre de préoccupations, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça a été largement commenté, donc je ne pense pas que ce soit important de revenir là-dessus. Le plus important, c'est de regarder de l'avant. L'issue, ce sera en septembre, lors de la mission du Fonds monétaire à Bamako. Et si l'issue des travaux des responsables du gouvernement et de la mission du Fonds monétaire est concluant, à ce moment-là, nous reprendrons l'aide budgétaire. C'est-à-dire les appuis budgétaires de la Banque mondiale vont reprendre tout de suite après. Mais vous avez bien remarqué que les autres programmes de la Banque mondiale n'ont pas été ralentis. On a continué à accorder, n'est-ce pas, notre appui indéfectible au gouvernement malien. Est-ce à dire que ces deux suspensions qui interviennent au même moment, sont-elles liées? La suspension du Fonds monétaire est le déclencheur. Parce que quand on fait un appui budgétaire, c'est quoi un appui budgétaire? Un appui budgétaire, c'est simplement le crédit que vous faites, que les finances publiques d'un pays donné sont bien tenues et que vous pouvez leur apporter directement à travers leur budget un appui qu'ils peuvent utiliser pour honorer un certain nombre d'engagements, notamment en termes de développement. Or, les réserves et les préoccupations qui ont été émises par le Fonds monétaire étaient de nature à questionner, n'est-ce pas, la crédibilité de la manière dont les finances publiques sont tenues. Et c'est la raison pour laquelle la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, même la France et le Canada, tous ces bailleurs de fonds qui étaient en situation d'aller vers des appuis budgétaires vis-à-vis du gouvernement malien ont été obligés de retarder leurs appuis budgétaires en attendant que des résolutions soient trouvées pour les problèmes qui avaient été soulevés par le fonds. Donc la concomitance est là. Si le fonds émet des réserves, il est clair que les appuis budgétaires des autres bailleurs de fonds sont relativement fragilisés. Alors, monsieur le directeur, il y a un cliché qui demeure. Le citoyen lambda ne connaît la Banque mondiale qu'à travers les ajustements structurels, qu'à travers les suspensions et autres. Alors, depuis 50 ans que vous appuyez ce pays-là, qu'est-ce que la Banque mondiale fait concrètement pour le Mali? Alors, une bonne question. Déjà, la Banque mondiale a fêté en décembre 2013, ses 50 ans de présence au Mali. Le Mali, comme tout autre pays, a connu plusieurs évolutions dans son histoire. Il y a eu une période où le Mali a beaucoup travaillé avec la Banque mondiale. Et il y a aussi une période de son histoire où le Mali a beaucoup moins travaillé avec la Banque mondiale. Mais il est important de rappeler que le chemin de fer Bamako-Dakar a été réhabilité par le premier projet financé par la Banque mondiale au Mali en 1964. Et depuis lors, les encours des contributions de la Banque mondiale sur cette période-là dépassent les 1000 milliards de francs CFA, compte tenu des évolutions dont je faisais référence. Il y a des périodes où l'État malien ne sollicitait pas beaucoup la Banque mondiale. Néanmoins, si je reviens aujourd'hui à où on en est, au terme du 30 juin 2014, nos encours en termes de contribution d'aide au développement, d'appui au développement du Mali s'élèvent à plus de 650 milliards de francs CFA. Ce que nous avons financé, ça couvre à peu près 23 projets qui sont financés au Mali grâce aux contributions de la Banque mondiale et qui couvrent des secteurs très variés, au centre desquels se trouvent les infrastructures, notamment l'énergie. Nous avons beaucoup travaillé sur des projets régionaux qui permettent au Mali d'avoir de l'électricité. Cette année, par exemple, nous avons financé, grâce à une garantie risque payé de notre filiale MIGA, n'est-ce pas, le projet de développement de gaz de Banda en Mauritanie, qui va permettre de produire l'électricité, dont 50 mégawatts seront mis à la disposition du Mali.
Nous finançons également des projets dans la réhabilitation des routes, notamment des routes rurales. Il y a un projet très important, projet de transport numéro 2, qui est en train d'être mis en œuvre ici. Et nous sommes très très présents dans l'agriculture, où nous avons énormément de projets, dont au Mali, et qui est bien connu, le PCDA, qui a permis à des agriculteurs importants de devenir en fait de statut d'entreprise informelle à un statut d'entreprise agricole très formelle et même prospère. Certains exportent leurs produits aujourd'hui en Europe. Et en quatrième lieu, nous sommes très présents dans le secteur du développement humain, que ce soit l'éducation ou la santé. Donc nos interventions souvent sont peut-être pas très bien connues, mais je pense que les bénéficiaires savent nous reconnaître le rôle que nous jouons. Et tout au moins le gouvernement malien est très satisfait de la manière dont nous l'accompagnons dans ses efforts de développement. Monsieur Numba l'emploi jeune, parlons-en. Les jeunes, toute question relative aux jeunes sont transversales aux trois pays que vous couvrez. Quel est le véritable fil conducteur que la Banque mondiale a aujourd'hui par rapport à ce sujet? Alors, la question de l'emploi jeune, je vous remercie vraiment pour cette question. Quand vous regardez le défi vraiment des pays africains, non simplement du Mali, non simplement du Niger, non du Tchad, mais de tous les pays africains, c'est le défi de l'emploi des jeunes. Je vous donnerai un chiffre. À l'horizon 2050, il y aura 500 000 jeunes Maliens qui vont arriver chaque année sur le marché du travail. À ce jour, nous estimons à peu près entre 150 et 200 000 le nombre de jeunes Maliens qui arrivent sur le marché du travail. Et le chiffre le plus préoccupant, c'est que 90% de ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont soit sans emploi, soit sont sous-employés. Vous voyez donc le problème dans sa magnitude. Si vous avez 200 000 aujourd'hui, donc 90% ne trouvent pas un travail dans le secteur formel, ça veut dire qu'ils représentent en fait une bombe à retardement pour la stabilité, pour la sécurité et même pour le développement du Mali. Alors, que faire? Notre principal problème, c'est que le système éducatif a montré quand même également ses limites. Quand on regarde les statistiques, savez-vous que 70% des jeunes maliens âgés entre 12 et 24 ans sortent du système scolaire sans le minimum requis. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas très bien lire, ils ne savent pas très bien compter. Donc forcément, ils ne sont pas très bien préparés pour la vie active. Alors, dans ce contexte, que faut-il faire? Alors, nous nous sommes donc préoccupés de cette situation et nous avons commencé donc non simplement à travailler pour améliorer le système éducatif, nous avons non simplement travaillé pour améliorer l'environnement des affaires, pour créer des opportunités, n'est-ce pas, d'emploi, mais nous travaillons maintenant avec une nouvelle génération de projets que nous appelons le projet de compétences et d'emploi jeunes, qui essaie de travailler sur les deux volets d'un marché du travail. Le problème du Mali, du Niger et du Tchad, c'est l'inadéquation, n'est-ce pas, des compétences que les jeunes ont et l'emploi qu'ils peuvent obtenir. Tant qu'il y aura cette inadéquation, on sera en situation où on ne pourra pas satisfaire un plus grand nombre de jeunes. Donc, ce projet qui a été approuvé, qui est un projet de l'ordre de 70 millions de dollars, qui a été approuvé par notre conseil d'administration le 27 juin dernier, va permettre, d'une part, d'aider à la modernisation, n'est-ce pas, des institutions de formation et d'encadrement des jeunes qui leur permettent de se préparer mieux pour être éligibles à un poste d'emploi, et d'autre part, soutenir les efforts de création d'emplois, notamment par les entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs. Nous pensons également qu'il est temps que les jeunes Maliens qui sont créatifs, les Nigériens sont créatifs, les Tchadiens et les autres Africains peuvent bénéficier et doivent bénéficier des appuis nécessaires pour créer leur propre emploi. Et c'est comme ça qu'on va multiplier les opportunités d'emploi pour recruter d'autres jeunes. Et non, on met un certain nombre d'instruments à disposition qui vont permettre à des jeunes promoteurs de pouvoir être accompagnés de manière à pouvoir, à la limite, essayer leur projet d'entrepreneur. Et je pense que c'est une nouvelle génération de projets qu'il va nous falloir réussir dans la mise en œuvre. Parce que sinon, on a vraiment à faire face à ce défi, qui est un défi vraiment relativement préoccupant. Monsieur Paul Numba, merci. Merci beaucoup. On recevait ici sur ce plateau de l'émission Eco Hebdo le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, le Tchad et le Niger, monsieur Paul Numba, qu'on remercie d'ailleurs d'avoir bien voulu accepter de répondre à nos questions. Et l'émission se poursuit
Tout de suite, le dossier de la semaine. Je le disais dans le sommaire de cette émission de Eco Hebdo que le dossier sera consacré à la BADAM. La BADAM, c'est la Banque africaine de développement agricole et minier, c'est en Guinée-Conakry. Alors, nous avons depuis le Maroc en duplex Ismaël Aïdra. Ismaël, bonsoir. Bonsoir. Alors, Ismaël, vous êtes donc l'auteur de l'article sur la faillite de cette banque, la BADAM, publié dans la livraison 292 du magazine économique Les Afriques. Parlez-nous de ce scandale. Est-ce un problème de gestion ou de détournement? De quoi s'agit-il concrètement, M. Aïdra? Oui, c'est un scandale aux allures insoupçonnées. C'est un mini Madoff aux petites emplettes. J'allais dire, c'est pas le Madoff à la nigérienne, comme la BIA Niger. Mais ça me rappelle un peu ce qui s'est passé au Bénin avec le scandale de la coopérative d'épargne des mutuelles du Bénin. Vous vous rappelez, ça s'appelle ICC, le détournement de 200 milliards de francs CFA. Et donc, il s'agit ici d'une extorsion de fonds, d'une association de malfaiteurs. Ensuite, c'est un vol qui a été commis sur des petits épargnants. Donc, il s'agit de petits épargnants guinéens qui ont déposé leur argent au niveau de la BADAM, la Banque agricole pour le développement minier de Guinée. Et il se trouve que ces dépôts cumulés de ces clients sont estimés aux environs de 36 milliards de francs guinéens, ce qui fait 3,5 milliards de francs CFA. Et sans scrupule, avec la complicité de certains hauts dignitaires de la transition, parce que je rappelle simplement que la BADAM a été créée sous la transition militaire de Sékouba Konaté, le président Sékouba Konaté. Et donc, quand la BADAM a été créée, donc c'était cette banque avait une vocation d'accompagner les miniers, l'activité agricole guinéenne. Il s'est trouvé que donc les hauts dignitaires de la transition, en complicité avec certains hauts responsables de la banque, ont livré en pièces détachées cette banque. Voilà, en mettant la main, en faisant main basse, j'allais dire, sur les dépôts des épargnants, estimés à 36 milliards de francs guinéens, ce qui fait 3,5 milliards de francs. Merci Ismaël. Une deuxième question pour vous. La BADAM a été lancée il y a de cela seulement 4 ans et elle était quand même parvenue à s'imposer comme étant l'une des premières banques en Guinée-Conakry. Que s'est-il passé? Est-ce que la BADAM a pu apporter un apport considérable au développement en Guinée? Il faut dire que la BADAM a été créée donc dans le but de booster le secteur minier et agricole dans le pays, hein, avec tout le potentiel minier et agricole que vous connaissez avec la Guinée, avec ses réserves minières, ses substances minérales et agricoles. La Guinée avait besoin de cette banque pour structurer et accompagner le secteur privé minier de la Guinée. Malheureusement, c'est une vision qui émane d'ailleurs du président Conté. Il faut simplement rappeler que le président, le général Lassana Conté, s'était toujours battu pour mettre en place la BADAM. Mais l'agrément est sorti, la licence d'exploitation de la banque a commencé en 2009 sous la transition militaire de Sékouba Konaté. Voilà, cette banque avait donc pour vocation de structurer les financements des projets de développement envers la filière agricole et minière. Voilà. Et d'autre part, les multinationales d'ailleurs, aux côtés des multinationales qui investissent le secteur minier et agricole, il y avait des petits groupements d'orpailleurs et d'exploitants miniers qui avaient besoin de cette banque, qui s'appuyaient en fait, qui s'adossaient sur cette banque pour avoir quand même des facilités de crédit. Voilà. En quelque sorte, c'est vraiment un géant bancaire minier agricole qui est livré en pièces détachées par l'oligarchie d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs du pays. Merci Ismaël. Une toute dernière question pour vous. Quel est le volume monétaire en jeu? Est-ce que la BADAM va fermer pour de bon? Mais la banque a été liquidée. Hein. La banque a été liquidée. D'ailleurs. Je pense que ce qui est extrêmement grave d'ailleurs, vous devez de l'argent à des petits épargnants. La justice ne s'est pas encore prononcée. Le ministère d'État des Finances a pris un décret, en arrêté plutôt en disant oui, il faut liquider la banque. Alors, il y avait donc deux options. La Banque centrale de Guinée, qui était l'autorité de régulation, de supervision, avait demandé de redresser la banque en renflouant le capital de la banque et afin d'apurer les créances, les encours de créances.
mais cette option a été balayée de revers de main par l'ancien ministre d'État Kersalaye Ansane, qui a pris une décision, un arrêté, voilà, ministériel, en disant non, il faut liquider la banque. D'ailleurs, la liquidation a été prononcée et un liquidateur d'ailleurs a été désigné en 2013. Donc voilà. Tant pis maintenant pour les petits épargnants, tant pis pour les déposants. Voilà, c'est la loi, c'est la loi. Donc, mais c'est important aussi de dire que les petits épargnants sont organisés. Hein. Ils sont organisés en collectif pour porter de la voix. Et actuellement, le dossier est sur la table du président Alpha Condé. Je pense qu'il va prendre les mesures idoines, les dispositions nécessaires pour voir s'il faut apurer la créance auprès des déposants. Mais jusque-là, il faut dire simplement que la BADAM est un précédent dangereux. Un pays qui a une vocation agricole et minière devait s'appuyer, devait pouvoir compter sur cette banque, la BADAM. C'est dommage, voilà, c'est un précédent dangereux. C'est les mammouths bancaires maintenant qui tombent comme ça, comme des châteaux de cartes. Et ce n'est pas de l'intérêt quand même de la Guinée, hein, qui a beaucoup de méga projets aujourd'hui miniers. Si vous regardez aujourd'hui, le potentiel minier aujourd'hui, les projets de financement qui sont dans le pipeline aujourd'hui en Guinée sont estimés de l'ordre de 600 milliards de dollars. C'est des méga projets énormes pour la Guinée. Et donc quand une banque comme la BADAM s'écroule, c'est toute la chaîne qui s'écroule. Merci Ismaël Aïdra d'avoir bien voulu accepter de répondre à nos questions. Je rappelle que vous étiez en duplex avec nous depuis le Maroc et vous êtes journaliste au magazine économique Les Afriques. À très vite Ismaël et merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'était donc là le dossier de la semaine qui était consacré à la BADAM. La BADAM, c'est la Banque africaine de développement agricole et minier en Guinée-Conakry. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité économique de la semaine. Tout le plaisir était le mien de vous présenter cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques. Merci et bonsoir. Azalaï Hotel vous a offert Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille.